Donc, Paco, c'est mon prénom. C'est toujours compliqué de savoir d'où vient Paco. Et moi, je m'appelle Francisco officiellement, mais un jour, je suis allé à l'aéroport et on m'avait envoyé un billet électronique et il a donné mon passeport. On m'a dit, monsieur, vous ne pouvez pas voyager parce que les billets, c'est pour Paco et votre passeport, c'est Francisco. Il a dit, madame, en Espagne, Paco et Francisco, c'est la même chose. Et la dame de France, très mignon, il m'a dit, est-ce que vous pouvez le prouver? Il a dit, écoutez, c'est une longue histoire. San Francisco était le père de la communauté des chrétiens et il signait pas point co de pater communitis. Avec le temps, le point a disparu et c'est Paco. Elle m'a regardé, elle a souri. Elle m'a dit, monsieur, c'est une belle histoire, mais vous ne montez pas dans la vie. Bon, je suis plutôt ingénieur et mon cahier de charges, c'est vous parler des données et comment les données vont révolutionner l'ingénierie de demain. Donc, moi, je ne fais pas beaucoup de machine learning simplement parce que je ne les comprends pas. Et c'est vrai que les ingénieurs, on a l'habitude d'avoir beaucoup de modèles un peu mathématiques derrière, voire la physique. Et ces physiques, ça se marie mal avec les machine learning parce que parfois, il est très basé sur des statistiques. Et nous, on dit toujours, pourquoi utiliser des statistiques si finalement on avait une base physique qui était importante. Ça, c'est la première chose. Et le deep learning, c'est vrai que c'est extraordinaire. Mais une fois qu'on rentre dans ce réseau de neurones, on ne sait pas très bien là où on sort, et à nouveau, on a perdu un peu l'essence physique. Et donc, ce n'est pas une critique du tout, absolument du tout. Il faut utiliser la bonne technique pour résoudre les bons problèmes. Donc, d'un point de vue de l'ingénierie ou de la science, je raconte toujours à mes étudiants que ça fait des 1000 années et c'était les données. Pourquoi? Parce que, bon, on regardait le ciel et on passait la vie à noter là où il y avait chaque étoile et chaque planète. Donc, tout a commencé avec des données. Il n'y avait pas de modèles. Les modèles, il a fallu attendre à Galilée, et Kepler, et Newton, et tous ces gens-là. Pendant beaucoup d'années, la seule chose qu'on avait, c'était les données. Mais bon, les données, on les savait, on les gravait dans la pierre, et finalement, on disait comment on s'en sort de ça. Parce que finalement, ce qui est important, c'est à partir des données, faire des prédictions. Et là, on avait des tas de données, mais on ne savait pas faire des prédictions. On ne savait pas comment les gérer. À un moment donné, on a dit, écoute, on va remplir toutes les pierres qu'on a devant nous avec des inscriptions, et il va falloir condenser tout ça. Et à un moment donné, les scientifiques, Galilée, en des premières, on a inventé les équations. Waouh! Qu'est-ce que c'est une équation? Une équation, c'est une compression de données. Une équation, c'est quelque chose que si vous me donnez des coefficients, si vous me donnez l'input, je vous donne l'output. Et si vous m'envoyez une infinité d'input, je vous donne une infinité d'output. Donc finalement, on peut dire qu'une équation, un modèle, c'est une sorte de compression de données. C'est pour ça que les données sont très importantes en finance. Pourquoi? Parce que les modèles, on ne croit pas trop. Soit en biologie, parce que les modèles sont assez délicats. En sociologie, dans beaucoup de disciplines. Et finalement, en ingénierie, les données, ils sont mal à apparaître. Pourquoi? Parce que, merde, pardon, on a des bons modèles. On a des bons modèles qu'on nous a appris dans les écoles d'ingénieurs, et certains d'entre vous. Et donc, on est habitué à prendre les relations, à les manipuler, à sortir des choses et finalement avoir une bonne description de la réalité. Bon, il s'avère que finalement, les modèles, tous les modèles ne sont pas bons. Je dirais, je ne connais aucun modèle qui soit bien. Et finalement, après beaucoup d'années, première c'était les données, après on est arrivé au modèle, les équations, et oui, on dit, écoute, qu'est-ce qui se passe si on revient un peu dans les données, parce que les modèles finalement, on a passé énormément de temps, et les modèles finalement, ils ne font pas ce qu'on pense nous qu'ils devront faire. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle Big Data, que vous avez écouté parler. La question c'est, les données, peut-être il y a beaucoup, mais finalement, si les données sont big, qu'est-ce qu'on peut dire de l'information? Est-ce que parce qu'on a beaucoup de données, on a beaucoup d'informations? Et là, je vais vous donner mon sentiment personnel. Je dirais que l'information, c'est tout ce qui reste quand vous enlevez aux données tout ce qui est corrélé. Qu'est-ce que ça veut dire corrélé? Ça veut dire des choses que vous pouvez expliquer de lui à partir de lui. Donc si vous pouvez expliquer des choses de lui à partir de lui, ne dites pas que vous savez deux. Un, ça suffit, parce que l'autre est corrélé. Et donc prenez, enlevez toutes les corrélations que vous imaginez. Un exemple, imaginez que je vous donne des points qui sont comme ça. Et je vous dis, regardez, vous avez plein de données. Et vous dites, oui, plein de données si tu veux. Mais finalement, de l'information, il y a très peu. Garde les premières, garde les dernières, parce que tous les restes sont dans la ligne droite. Et donc, c'est fait d'enlever des corrélations aux données,
Ça s'appelle réduction des modèles. Et encore dans la nomenclature, la terminologie anglaise, ça s'appelle manifold learning. Donc nous, moi particulièrement, je travaille beaucoup plus dans ça et je vais vous l'expliquer. Imaginez, ici dans cette salle, qu'on se pose la question de combien de paramètres définit votre visage. Vous allez dire, écoute, ça dépend si c'est moche ou c'est joli. Je suis persuadé qu'il n'y a pas beaucoup de paramètres pour définir votre visage. Parce que s'il y aurait beaucoup, quand vous allez sortir dans la rue, vous allez rencontrer quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Quand vous êtes venu ici, oui, je suis sûr que dans les métros, dans la rue, je ne sais pas où, vous avez rencontré quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Et en temps réel, sans vous poser des questions, vous savez que c'était un être humain. Donc si finalement ces décisions vous les prenez en temps réel, ça veut dire que finalement, même si vous pensez que vous êtes très joli, finalement vous n'avez pas beaucoup de paramètres. Et pour les prouver, ce que je vais faire, c'est, je vais vous faire une photo à chacun de vous. Et donc je vais prendre les premières. Ça c'est une photo, ça c'est les pixels. Et là il y a un visage. Vous allez me dire, Paco, mais c'est pas la peine de faire ça. Ce que tu vas faire, c'est prendre la distance entre les oreilles, du nez à la bouche, la distance de la bouche, la distance entre les deux yeux. Il dit, oui, mais vous êtes en train de mettre plein de paramètres, et peut-être tout ça n'est pas décorrélé. Ça veut dire que vous êtes en train de mettre beaucoup plus de paramètres qu'il y a dans la réalité. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que finalement, vous regardez, une photo à vous, c'est 0 parce que c'est en blanc, 0, 0, 0, 0, 0, 0, et quand ça tombe à l'intérieur, 1, 0, 1, 0, etc. Et donc finalement, je peux dire que vous, une photo, c'est simplement une séquence d'autant de nombres que des pixels vous savez. Et après, je pourrais m'amuser à dire que je vais représenter ça, parce que nous, les ingénieurs, on aime beaucoup représenter de façon graphique. Le problème, c'est que là, s'il y a 10 000 pixels, je vais devoir écrire ça dans un système de référence à 10 000 coordonnées. Donc ça, c'est la coordonnée 1, où je vais mettre la valeur du pixel 1. Ça, c'est la coordonnée 2, où je mettrai la valeur du pixel 2, 0, 1. La coordonnée 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10 000. Et donc, si je prends Anaïs en photo, lui, il est là. Il a une valeur de P1, une valeur de P2, une valeur de P3, une valeur de chacun. Et maintenant, je vais prendre Arnaud, et c'est là. Et je vais prendre Paco, et c'est là. Et je vous prends à tous, et chacun, c'est un point dans un espace de dimension 10 000. Et maintenant, il y a une chose surprenante. Moi, dans un espace de dimension 10 000, je ne sais pas savoir si ces points-là sont dans une ligne, sont dans une surface, moi, il y a mal. Parce qu'au-delà des 3 dimensions qui sont dans cette salle, moi, il y a mal à imaginer. Et donc, à ce moment-là, on demande à l'ordinateur, avec des bons algorithmes, ça s'appelle manifold learning, il y a beaucoup, et on lui dit, écoute, toi, est-ce que tu peux me dire, tous ces points-là, où est-ce qu'ils sont? Et surprise, avec des coordonnées, ça se trouve dans une surface. Et ça veut dire que chacun de vous, elle est dans un point, dans une surface, que finalement, pour la surface, c'est des dimensions 2, vous pouvez la sortir, ça c'est la coordonnée 1, la coordonnée 2, et là on a toutes les photos. Et là c'est incroyable, parce que vous prenez toutes les photos, nous on l'a fait avec les gens de mon laboratoire, après il a pris un champ, et le champ est tombé là, et il a vérifié que tout ce qu'il trouvait près des champs, vous savez, la tête des champs. Moi j'étais loin, il n'était pas ici. Et donc, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça veut dire que si vous auriez pris plein de coordonnées de distance d'oreille à oreille, la taille de l'oreille, tout ce que vous voulez, finalement, de tout ça, il y a vraiment des coordonnées, des paramètres, que je ne sais pas vous dire ce que ça représente, hein. Je n'ai aucune idée. La seule chose que je peux vous dire, c'est que finalement, tout est une conséquence de des paramètres et que vous êtes tous une combinaison linéaire de des paramètres. Donc même si vous pensez que ce qui est à côté il est très moche, écoute, faites attention parce que peut-être vous êtes en centimètres. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est, et ça c'est relié à ce que nous racontait Arnaud, et une fois Estelia et Airbus nous avaient appelés parce qu'ils nous appelaient, on est allé les visiter, ils nous ont dit, écoutez on a un problème, mais c'est Daniel va prendre la retraite. Et il dit c'est la première fois qu'on m'appelle pour me dire que quelqu'un prend la retraite. Et il dit quel est le problème? Il dit, monsieur Daniel, il est arrivé ici quand il avait 14 ans, on lui a donné un marteau. Il y avait les tôles de l'Airbus qui sortaient, et parfois la tôle de l'Airbus, il avait une bosse là-bas, c'est des tôles énormes. Et monsieur Daniel prenait le marteau, regardait la tôle, regardait la bosse, et il venait ici, il faisait boum, et la tôle
et la bosse disparaissait. C'était incroyable. Et finalement, qu'est-ce qu'il avait fait? Pendant beaucoup d'années d'activité, il avait compris que finalement, toute la physique qu'il y avait dans lancer un coup de marteau ici pour éliminer une bosse là-bas, finalement, il avait compris quelle était la géométrie. Il savait exactement, pour faire quelque chose ici, là où il allait, fallait frapper. Il avait découvert la géométrie de la physique. Et maintenant, le psychologue dit que quand quelqu'un rentre à un psychiatre, seulement de le voir comment il s'approche, il s'assoit, il dit, je suis presque sûr quel est son problème. Et donc, nous, on lui a posé la question, mais attendez, c'est par la façon de marcher, c'est par la façon de regarder, c'est parce qu'il fait quelque chose comme ça, c'est pourquoi. Il dit, écoute, je ne sais rien, c'est une combinaison de tout ça. Et c'est la même chose que je vous disais ici. C'est des paramètres qui constituent votre visage. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est. C'est une combinaison de toutes les choses que vous pouvez imaginer, mais il y a seulement deux qui sont vraiment décorrélés et qu'on peut nous représenter d'une certaine façon tous. Donc voilà, les techniques qui sont capables de prendre quelque chose que vous pensez qu'il y a une grande diversité et finalement vous dire non, mais il n'y a pas tellement de complexité. Il y a des big data, mais des little information. Et ça, c'est les techniques de manifold learning qui sont capables de nous dire qu'est-ce qui va se passer. Troisième application, et je finirai avec la quatrième. Aujourd'hui, ce que nous avons fait comme ingénieur connaît, c'est de dire que dans la physique, il y a des équations qu'on dit que sont universelles. La conservation de la masse, la conservation de la quantité de mouvement, la conservation de l'énergie, pour vous tous que vous avez étudié probablement de l'ingénierie, c'est bien connu. Et il y a des autres équations qui sont toujours fausses. C'est les équations de comportement. Ce qu'on disait que sigma était relié à epsilon. Écoute, oui, pour l'élasticité linéaire, ça marche. Pour les autres, c'est horrible. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, les gens, dans la génération des ingénieurs comme vous? C'était un peu terrible, parce que finalement, il y avait les sages qui ont créé des modèles, et je l'avais écrit ici, qu'en plus c'était faux. Mais comme ils étaient sages, ça passait à l'histoire. Et donc, finalement, quand ce modèle, il avait des coefficients qu'il fallait fixer, on a fait des expériments, mais ça, c'était sale, c'était loin. On les faisait faire à quelqu'un, et les expériments, ils sont servis à ce qu'on appelle recaler le modèle. Et une fois que le modèle était déjà bien recalé, on faisait la résolution avec un ordinateur, ou à la main, en général avec un ordinateur, et ça s'appelle la simulation numérique. C'est ça qu'on faisait dans le passé. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quand même, quel horaire? Parce que finalement, cette simulation, ces résultats, sera toujours aussi mauvais que le modèle est mauvais du départ. Et donc, on va se taper ce que ce type qui était supposé sage, il a commis comme erreur quand il a conçu une équation pour représenter une réalité et l'équation n'est pas exacte. Et donc, qu'est-ce que nous, on essaie de faire? Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est de dire, écoutez, ce qu'on va faire, c'est oublier ça. Parce que ça, c'est vrai. Ce qui sort d'une machine, ce que je mesure, je peux lui faire confiance, excepté un peu de bruit qu'on va voir toujours. Et la question, c'est est-ce qu'à partir d'ici, je peux aller directement ici sans passer par ici? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire de l'ingénierie avec de nouveaux types de modèles qui ne sont pas des expressions mathématiques, sinon directement à partir des données que j'ai mesurées dans mes expériences. On observe, on recueille toutes les données, et maintenant, à partir des données que j'ai fait confiance, parce que ça c'est la réalité, je vais les envoyer directement à la simulation, et je vais obtenir des simulations, des solutions des problèmes sur lesquels je n'ai pas fait aucune hypothèse sur le comportement du système. Dernier point, à tel point on était excité avec tout ça, que maintenant il y a quelque chose qui apparaît qui s'appelle l'hybrid twin. Et ça sera le dernier exemple avec lequel je vais finir. Qu'est-ce que c'est l'hybrid twin? Dans l'ingénierie du passé, c'était simple. Il y avait un modèle et il y avait un simulateur qui était capable de résoudre le modèle. Je faisais ça dans ce qu'on appelle les services de recherche et développement des entreprises. Les gens touchaient, on faisait la conception, on allait résoudre et quand tout était OK, on passait en production. Ça c'est génial, c'est la simulation numérique standard. Il y a des modèles,
je vais les simuler, mais dans une étage par des ingénieurs, ils disent tout va bien, vous pouvez passer en production. Mais, les modèles ne sont pas si bons, et on ne va pas non plus oser dire que notre simulateur et notre modèle représentent la réalité, ça serait un peu prétentieux. Conclusion, quand on faisait ça, on voyait dans la réalité qu'entre la réalité qu'on observait et entre la prédiction qu'on avait faite, les deux n'étaient pas les mêmes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On obtient des mauvaises pièces, il faut arrêter les procédés, il faut faire des choses simplement parce que, même si on avait pensé que les procédés étaient corrects parce qu'on l'avait simulé avec des logiciels qui coûtaient énormément d'argent, finalement, quand on était dans la vraie vie, on disait, mon Dieu, lui il dit que le fond de matière il est ici et par contre elle est ici. Et donc, qu'est-ce qu'on a décidé aujourd'hui? Ça c'est Factory 4, ça c'est l'industrie du futur. Et là, ce qu'on dit, c'est, je vais simplement mettre mon modèle plus la simulation, et je vais mettre la réalité juste à côté. Et tous les deux vont avancer dans le temps, et ils vont échanger des informations. Lui, il va lui demander, écoute, là où tu es, et lui, il va lui envoyer des informations. Les données qui viennent de la réalité, ils vont enrichir le modèle. Et le modèle, une fois qu'il est enrichi, va faire de nouvelles prédictions. Les nouvelles prédictions vont discuter avec la réalité. Et quand quelque chose ne va pas bien, on va adapter pendant l'exécution du procédé. Maintenant, la simulation, ce n'est pas quelque chose qu'on fait avant, et après on lance la simulation, les procédés. Maintenant, la simulation et les procédés sont en même temps, et ils échangent de l'information. Pourquoi on dit twin? Parce que ce modèle, il est supposé remplacer la réalité, l'émuler. Et pourquoi on dit hybrid? Parce que maintenant, il n'y a pas seulement un modèle, il y a un modèle. Et toutes les données qu'on est en train de collecter, qu'on est en train de traiter, on fait du data assimilation, on fait l'inférence bayésienne, on prend des décisions et comme ça, on est capable de conduire. Pour finir, quel est le grand problème de ça? Le grand problème de ça, c'est on va fabriquer, il y a maintenant des projets, on va fabriquer un hybride twin d'un médecin. Et donc l'hybride twin d'un médecin ou d'un chirurgien. C'est quelqu'un qui est une sorte de robot avec des modèles, mais avec les données, qui va essayer, et c'est normal. Vous connaissez l'autre jour le type de SpaceX, il était au MIT, et on lui a posé la question de pourquoi il dépense tellement d'argent pour faire atterrir une navette verticale. Il a dit, écoutez, pour la faire atterrir, quand il va rentrer dans l'atmosphère, vous lui mettez des petites ailes, il va atterrir dans la piste. Et le type a dit, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que les navettes reviennent à la Terre atterrir. Moi, je suis en train de penser à Mars. Et à Mars, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, je dois atterrir comme ça. Je ne peux pas atterrir comme ça. Ici, pour les médecins, c'est la même chose. Aujourd'hui, on peut encore, dans les stations spatiales internationales, d'ici un robot pourrait le manipuler ici pour qu'il travaille là-bas. Mais d'ailleurs, quand on va envoyer quelqu'un à Mars ou à la Lune, vous n'allez pas pouvoir, ici, agir pour qu'un robot, parce qu'il y a un décalage de temps que vous ne pouvez pas assumer. Et ça veut dire que ça ne sera pas pour demain, ça ne sera pas pour 10 ans, ça sera peut-être 40, 50, plus. Mais effectivement, on se prépare à qu'il y a des twins, des avatars de tous, des procédés, des chauffeurs, des voitures, un assistant de conduite, que toi, Arnaud, prends la voiture aujourd'hui, il dit, écoute, c'est Arnaud, c'est pas ma femme, c'est moi. Et il dit, l'ordinateur dit, d'accord. Maintenant, je prends le modèle d'Arnaud, mais Arnaud s'est levé un peu tard, il est un peu pressé, un peu énervé, et l'ordinateur, avec toutes les données, dit, ah, et Arnaud, aujourd'hui, il est un peu speed. Donc, il va falloir qu'il y ait les préviens des risques un peu avant qu'hier, parce qu'aujourd'hui, il est pas, il a la tête dans les nuages. On va voir des avatars, des hybrides twins, des médecins qui vont assister les diagnostics, qui vont, même un jour, ils vont être dans la salle et essayons d'aider les chirurgiens à intervenir. On va voir des hybrides twins qui vont nous dire comment est-ce qu'il faut sortir d'un bâtiment ou de la ville quand il y a des situations d'émergence. On peut imaginer que des avatars, il va y avoir des avatars de tout. Et écoute, ce n'est pas qu'ils vont nous remplacer, mais dans beaucoup de décisions, ils vont prendre des décisions qui sont beaucoup plus propres et beaucoup plus vite que nous, parce que nous, on a mal à représenter des informations énormes, mais ils ont la facilité de prendre des décisions très vite à partir de toute la connaissance, soit des types machine learning, soit des choses qui sont un peu plus scientifiques.
plus scientifique, basé sur les connaissances un peu plus scientifiques. Pour finir, quel est le problème de tout ça? Que le jour qu'un ordinateur va se tromper, il va donner un diagnostic, il va tuer les patients. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la prison pour les twins. On amène tous les twins là-bas et on va les mettre comme ça pour qu'ils ne bougent pas. Est-ce qu'on les déconnecte? On enlève l'électricité comme ça, et 5 ans sans électricité, parce que ça conduit de façon irresponsable. Ce qu'il faut voir, c'est que jusqu'à présent, quand vous faites une conception en général déterministe, dans un avion, dans une structure de l'immeuble, ça c'est déterministe, ça y est fait. Ça y assume, c'est mes calculs. Si je me trompe, j'ai payé. Quand vous faites un algorithme de type réseau neuronal ou de ce type, là il y a des randoms dans le système. Même dans la programmation, si vous faites de l'algorithme génétique est basé sur des randoms. Et vous allez lui dire, écoute, apprends toi-même, mets-toi des randoms. Mais une fois qu'il l'a mis, vous n'êtes pas responsable. Je dirais, c'est comme avec les enfants. Écoute, vous êtes responsable pour quelques années. Après, il a la majorité d'âge. Est-ce qu'avec les hybrides twins, on fait la même chose? Est-ce que moi, je dois payer les responsabilités de ce type s'il a pris ses propres randoms et il a mené une vie comme beaucoup de gens qu'on les voit et finalement tu dis, mon Dieu, je ne vois pas mon fils ici, il est devenu fou. Et donc ici c'est pareil, qui sera le responsable de tout ce qu'on fera? Quand on fera ce qu'il a dit Arnaud, c'était absolument vrai. On parle aujourd'hui de qu'ils vont assister à donner des peines dans les jugements. Simplement parce qu'ils vont calculer des choses et écoute, chaque fois qu'on a vu ça, c'était comme ça, donc cette fois, écoute, il paye. Et s'il se trompe, qui paye? Donc la question de la responsabilité, oui, ça continue à être quelque chose dans ce monde un peu futuriste, dans lequel on voit que finalement, d'un point de vue technique, il y a beaucoup moins de problèmes, et à un moment donné, il va falloir des débats dans lesquels ce n'est pas les techniciens qui vont parler, ça faudra voir avec des juristes, avec des philosophes, avec des anthropologues. La discussion est riche, parce que la société n'est pas encore prête à voir toute cette espèce de prise de décision dans laquelle un robot décide qu'il va vendre les actions de je ne sais pas qui. Et il a fait. Quand tout va bien, personne ne dit rien. Mais le jour que ça va la main, quelqu'un va dire qui est le responsable de ça? Qui l'a programmé? Il dit ah non, non, pas moi, parce qu'il y a un random là, et dès qu'il y a un random, je ne suis pas responsable. Donc voilà, c'est mon point de vue sur toutes ces affaires. Merci.